Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 31 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Maman le podcast, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. Maman le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Maman le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. Sans plus tarder, on commence tout de suite, avec le 2e épisode de Maman le podcast, où j'ai eu l'honneur de recueillir la parole de Linda Nguyen, fondatrice de Banmi Podcast, sur la culture asiatique. Bonjour Linda. Bonjour Marion. Déjà, je voulais commencer en te disant un grand merci pour avoir répondu positivement et si vite à mon invitation. Déjà, merci à toi de m'inviter et de m'accueillir dans ton espace pour pouvoir m'exprimer. Ouais, c'est vraiment un honneur pour moi parce que c'est mon premier épisode de mon podcast et je suis vraiment ravie que ce soit avec la culture asiatique que j'ouvre ce premier épisode. Donc je vais te laisser la parole sans plus tarder pour te laisser te présenter déjà. Oui, du coup, voilà, je m'appelle Linda. Comme tu évoques la culture asiatique, moi je suis française d'origine vietnamienne et cambodgienne. Je suis née, j'ai grandi en France et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai lancé un projet média en février 2021 que j'ai appelé Banmi Podcast. Et du coup, en fait, c'est suite à 8 années de vie et d'expérience en Asie, de 2012 à 2020, qui m'ont fait réaliser, quand je suis rentrée en France par la suite, que en France on ne parlait pas assez d'Asie, de culture asiatique, et alors qu'il y a plein de richesses qui sont déjà présentes sur nos territoires sur ces sujets. Et donc voilà, moi j'ai observé beaucoup de choses quand j'étais en Asie, les subtilités culturelles entre les différents pays, de cuisine, de langue, d'habitudes, enfin voilà, de relations humaines, des choses comme ça. Et moi ça me fascine énormément. J'aimais beaucoup observer ça. Et c'était parti ce projet Banmi Podcast dans l'idée de pouvoir repartager. Et donc du coup autour d'échanges et de discussions avec les invités voilà que je reçois depuis 1 an et demi déjà. Et voilà, et donc du coup c'était de l'audio et très vite c'est aussi devenu de la vidéo parce qu'il y a des gens qui ont été aussi portés par le projet et un peu cette mission que je me suis donnée de faire découvrir l'Asie et les cultures asiatiques. Donc en commençant toute seule, aujourd'hui j'ai une équipe qui s'est agrandie au fur et à mesure. Donc voilà, il y a différents talents, dont celui de la vidéo, il y a de l'illustration aussi. Voilà. Un merveilleux projet et voilà, j'ai eu la chance d'aller t'écouter et écouter un peu les interviews de ton podcast et vraiment je suis absolument fan et notamment des valeurs aussi que tu portes, le partage et nous faire voyager avec des rencontres différentes d'Asie ou pas d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant et justement on va commencer d'abord par toi et après on verra si tu as des choses à nous dire et à nous partager sur éventuellement des mamans que tu aurais pu interviewer. Et d'abord, est-ce que toi, tu aurais des choses à nous partager sur l'éducation que tu as reçue, puisque tu es née en France, mais tu as eu une éducation, je pense, très ancrée ou pas, à toi de me le dire, avec la culture asiatique de par tes parents. Alors l'éducation que j'ai reçue, alors il faut savoir que mes parents ils sont arrivés à la fin des années 70. Ils sont vietnamiens d'origine, mais ils sont nés, ils ont grandi au Cambodge.
Et en fait, il y a les Khmers rouges qui sont arrivés au Cambodge. Voilà, il y a eu un génocide de plus de 2 millions de personnes et il y a eu une grosse fuite de cette guerre, en fait, du Cambodge vers les autres pays d'Asie et vers les pays d'Occident, voilà, de France, des États-Unis, d'Allemagne, etc. Mes parents ont fait partie de cette immigration et donc voilà, moi j'ai grandi dans une culture où à la maison ça parlait et vietnamien et aussi un peu cambodgien et en même temps j'allais à l'école française et en fait enfin je pense que tu te rends pas compte quand tu es enfant, mais c'est avec vraiment le recul et que je regarde ça d'un nouvel œil, mais enfin eux tout ce qu'ils voulaient c'était juste se faire une place dans ce pays qu'ils ne connaissaient pas et et survivre tout simplement. Donc en fait ma mère elle a par opportunité elle a pu reprendre le restaurant d'une de ses belles-sœurs et voilà, et donc du coup très vite elle est devenue commerçante et elle jonglait entre essayer de faire vivre sa famille du coup avec mon père et son mari voilà, et puis en même temps intégrer ses enfants à l'éducation du pays d'accueil, donc nous mettre à l'école française. Donc on était un peu, enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, dans une dualité où en même temps t'as l'école française qui t'apprend beaucoup de choses, etc. Et puis en même temps t'es à la maison où t'as une culture qui est tout à fait différente, des cuisines complètement différentes. Il y a, comment dire, moi je me rappelle très bien, il y a cette culture du respect de l'aîné et de l'adulte dans les cultures asiatiques et et il y a la, comment dire, il y a pas le, les parents n'incitent pas les enfants à se poser des questions. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'était bon, bah voilà, les règles de la maison, c'est comme ça. Tu vas faire comme ci ou comme ça et tu poses pas de questions. Alors que à l'école française, enfin, on nous incitait justement à poser des questions, à demander pourquoi, etc. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que en fait, j'osais pas vraiment prendre la parole quand j'étais à l'école parce que mon éducation à la maison, c'était pas ça, tu vois. Et ce qui fait que j'étais un peu toujours un peu le cul entre deux chaises où tu vois t'avais une dualité presque opposée et du coup enfin peut-être que je le savais pas avant, mais je pense que j'avais un peu du mal à prendre ma place. Mais voilà, c'est normal, c'est que tes parents n'ont pas été éduqués dans un système français et que toi tu l'es et du coup faut composer avec ça. Mais voilà, je regrette rien. Je sens vraiment aujourd'hui avec la hauteur que je comprends mieux les choses. Donc voilà. Après sur Ouais. C'est vraiment, on a l'impression que en fait, tu as vraiment grandi au final avec ces deux cultures, dans le sens où tu allais avec la culture française à l'école et dès que tu rentrais à la maison, que tu fermais la porte, c'était la culture asiatique. c'est Si je ça. comprends un petit peu, c'est ça. Hein. Donc effectivement, d'où le fait que tu étais un peu le cul entre deux chaises. C'est Ouais. vraiment en fait l'expression qui est la bonne parce que c'était vraiment les deux. Et peut-être, je sais pas, mais quand tu dis que tu étais reparti après plus tard travailler en Asie, peut-être que c'est ce qui te manquait, peut-être qu'est-ce qui t'a poussé aussi à repartir après. Est-ce que c'est des questions qui se sont réveillées en toi de ton enfance ou c'était un besoin, une opportunité simplement par le travail? Je pense que j'avais besoin de partir. Ouais, j'avais cet appel de j'ai envie de partir. Après, je t'avouerai, je sais pas pourquoi je me suis orientée vers l'Asie. Enfin, mon premier pays où je suis arrivée, c'était juste après mon diplôme
où vraiment je me suis installée, parce qu'avant ça, j'avais fait un semestre d'échange en Corée du Sud, j'allais souvent au Vietnam, etc. Mais là, le premier pays où je me suis vraiment installée, où j'ai commencé un peu une nouvelle vie, c'était à Singapour, et c'était dans le cadre du visa vacances-travail, appelle aussi le PVT, et il y avait plein de destinations, tu vois, qui sont proposées dans ce cadre-là, dont l'Australie, le Canada, etc. Et je t'avoue, oui, au début c'était l'Australie, et puis tout d'un coup, ça a un peu changé. Je sais pas vraiment pour quelle raison, mais j'ai choisi Singapour parce que je me disais que c'est l'Asie, mais c'est pas, ça va être à l'Asie entre guillemets facile, parce que là-bas tout le monde parle anglais, parce que de ce que je lisais, c'était assez comment dire, safe pour les femmes, que ça avait l'air plus simple que les autres pays d'Asie, et donc voilà, alors que j'étais partie pour aller en Australie au début. Donc je t'avoue que ouais, peut-être que c'est je sais pas, Un appel inconsciemment. inconscient, ouais, un Ouais, appel voilà, c'est inconscient, ça. ouais, ouais, ouais. Et justement, donc tu disais, tu as grandi en parlant plusieurs langues, c'est ça? Alors j'ai grandi, oui, donc du coup ma langue première c'était le français, parce que c'était la ouais, voilà, c'est celle que je pensais, je crois maîtriser le mieux. Le vietnamien aussi avec mes parents, parce que je l'entendais tout le temps à la maison, en famille, etc. Et puis ouais, voilà, principalement le français et le vietnamien. Je comprenais un petit peu le cambodgien parce que mes parents le parlaient entre eux. Et ouais, c'est ça. Ils te parlaient vietnamien ou les deux, français et vietnamien, tes parents? Ils me parlaient vietnamien et parfois un peu les deux. Ouais. D'accord, ok. Mm. Et sur ce qui est de la culture, de l'histoire, de leur histoire, est-ce que tes parents t'ont parlé un petit peu de ça, ou c'est quelque chose qui reste un petit peu tabou, silencieux En fait, je pense que tu vois, quand les parents, quand des parents arrivent en France et qu'ils ont fui quelque chose d'assez gros, d'assez terrible, je pense que la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'avancer et de trouver des solutions pour vivre tout simplement. Donc moi j'ai l'impression en fait ils avaient juste pas le temps de m'en parler, quoi. De toute façon, je pense que j'étais peut-être trop jeune, et puis qu'il y avait d'autres choses à faire. C'était je sais pas, d'amener des sous à la maison, quoi, tu vois. Et Ouais, donc du coup tu de fais, vivre ou de ouais, survivre, ouais, peut-être. voilà, de vivre, de Ouais, survivre. Et donc du ouais. coup tu cherches à faire de l'argent, voilà, t'essayes d'avancer et de faire rouler ton restaurant, et t'as pas le temps pour te remémorer les choses de ton passé, et surtout de transmettre comment dire, peut-être des traumas, ou des peurs ou des doutes que tu avais quand tu étais plus jeune, dans ces circonstances-là. T'as pas envie de transmettre ça forcément à tes enfants, ce que je peux comprendre, tu vois. Et c'est ce qui m'a aussi peut-être manqué pour connaître un peu plus mon histoire. Enfin, moi, j'ai commencé vraiment à connaître mon histoire très récemment, quoi. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais vraiment vietnamienne, parce que j'allais tout le temps au Vietnam quand j'étais plus jeune. Mais je me suis rendu compte qu'en fait la terre de mes ancêtres, de ma mère et de mes grands-parents. Et j'ai demandé à ma mère il y a pas longtemps pourquoi ses parents avaient migré du Vietnam au Cambodge, et elle-même me disait, mais en fait ses parents à elle était au Cambodge, était née au Cambodge. Elle n'arrive pas à remonter cette histoire de migration. Depuis quelle génération, en fait, sa famille a bougé du Vietnam au Cambodge. Et donc du coup, en fait, c'est là que je me suis rendu compte, oui, que je suis cambodgienne quelque part aussi, tu vois. Chose que je ne disais pas avant, tu vois. Genre avant, j'étais toujours là, oui, je suis vietnamienne et tout. Et là, ça fait depuis pas très longtemps que je dis je suis d'origine vietnamienne et cambodgienne, C'est ton parce qu'il y a une identité. histoire. Mm.
ouais, voilà, il y a une histoire là-bas. Et c'est vrai que moi, quand j'ai voyagé au Cambodge, j'ai senti pour la première fois et toutes les fois qui ont suivi, j'ai senti un lien particulier, tu vois, que j'avais pas ressenti pour le Vietnam. Et, et même les connexions, les rencontres un peu fortuites que j'ai faites là-bas, elles étaient assez particulières, très spéciales. Euh, je sais pas, comme si j'étais un peu plus ancrée là-bas qu'au Vietnam. Je saurais pas te dire comment et pourquoi. En plus de ça, la dernière fois que je suis allée au Cambodge, j'ai couru le semi-marathon dans les temples d'Angkor Wat. Donc c'est des temples qui sont extrêmement magnifiques et chargés d'histoire et ça m'a beaucoup émue, quoi, tu vois. Ouais, ça t'a transcendé. Ouais. Donc voilà. Et justement, donc, sur l'éducation, hein, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter, nous apprendre sur l'éducation que tu as reçue? Tu disais notamment tout à l'heure en parlant que tu ne posais pas de questions, contrairement à à ce que l'on apprend à faire à l'école française. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Sur l'éducation que j'ai reçue, en fait, je pense que il y a ce bagage que les parents portent, en tout cas que ma mère a porté, parce qu'après mes parents ont divorcé, donc moi j'ai plus vécu avec ma mère. C'est d'être fort, quoi, dans la vie, parce que tout peut arriver, et donc donner du coup le meilleur de soi et je crois que j'ai une éducation où fallait pas se reposer sur ses lauriers, et même si tu pouvais avoir de bonnes notes, enfin moi j'ai pas eu une éducation où j'étais félicitée, tu vois, genre j'ai très peu entendu mes parents me dire qu'ils étaient fiers de moi. Euh, et donc du coup j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas assez, qu'il fallait toujours en faire plus. Euh, et tu vois, c'est des choses. Et je pense que c'était pas malsain, tu vois, en soi. C'était plus pour bah voilà, pour être fort et pour affronter la vie. Sauf que j'ai eu du mal à me donner de la valeur, en fait, parce que parce que c'était comme ça. Et c'est un bagage que eux portaient, qui m'ont transmis. Et, euh, et donc voilà, tu vois, genre même là pour mon projet Ben Podcast, j'ai des gens qui me font vachement de retours, qui me disent non mais Linda, t'es super bonne pour ce que tu fais, enfin t'es en train voilà de faire passer des messages puissants grâce à tes conversations, t'es vachement bonne dans le podcast et tout. Et moi, tu vois, genre j'ai ce syndrome de l'imposteur et qui ne cesse d'être à mes côtés parce que j'ai jamais été dans ces métiers-là, que c'est la première fois que je fais ça, que j'ai lancé ça en toute naïveté, et qu'en plus de ça, bah je me dis que je suis pas assez, dans le sens où bah il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que moi, qui je suis pour être enfin tu vois, j'ai du mal à me donner de la valeur, et je pense que ça fait partie de l'éducation, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais de ces gens qui ont vécu des choses, qui ont vu des horreurs, qui ont fui un pays, et qui veulent pas que leurs enfants souffrent de ça plus tard, et donc du coup les préparent un peu pas à la dure, mais en tout cas que rien n'est jamais acquis, quoi, tu vois. C'est ça. Dans leur façon de penser et de faire, ils essayent d'en faire une force. Et c'est vrai que ça ouvre des failles quand on est enfant. Et eux, ils font du mieux qu'ils peuvent, en définitive, comme nous, on l'aurait fait. Mais c'est intéressant de s'en rendre compte. Et tu mets très bien les mots aujourd'hui. Et peut-être que quand tu seras maman aussi, c'est des choses que tu feras attention dans l'éducation que tu donneras à ton enfant. Et je pense que c'est important aujourd'hui. La parole se libère de plus en plus sur l'éducation qu'on a pu avoir enfin, que nos parents nous ont donnée. Et je pense que c'est Ouais. important de mettre des mots et de ne pas transmettre Mmh. ça en quelque sorte à nos enfants.
sans bien évidemment donner le bâton à nos parents. C'est pas du tout ça que l'on veut dire. Oui, tout à fait. C'est de un peu prendre nos comment dire notre vécu, notre expérience pour pouvoir nous-mêmes avancer vers quelque chose qui nous ressemblerait plus en prenant ces expériences. C'est ça. Et de la même façon, pour le coup, tu as de la famille qui est en France également? De la famille en France, bah en fait dans ma famille, tu vois genre Le donc dans ma cercle, petite famille, oui. ouais voilà donc j'avais ma mère, mon père, mes parents divorcés, puis après j'ai eu, enfin j'ai mon grand frère aussi, donc ça c'est notre famille, et puis après et plus élargie, on va dire que ouais j'ai quand même pas mal de cousins, de tantes et tout ça qui sont arrivés après ma mère. Donc voilà, et puis c'était très il y avait beaucoup de réunions quand j'étais plus jeune, tu sais, où on partageait tous un repas tous ensemble chez les uns chez les autres, ce truc de se retrouver en fait après voilà une semaine dure où tout le monde a travaillé, pour les parents, de pouvoir repartager quelque chose, voilà, en famille, et ça s'est estompé en grandissant, mais ouais j'ai beaucoup de souvenirs où il y avait du monde à la maison, et Ouais, quand même. ah Et ouais. justement autour d'un repas, donc on arrive Ouais. au sujet donc qui je pense peut être intéressant puisque comme tu as grandi justement entre culture française et culture asiatique, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur je sais pas, un repas type, si tu as des souvenirs en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu mangeais en rentrant à la maison que tu adorais, la différence aussi peut-être pour toi parce que pour le coup peut-être que tu mangeais aussi un petit peu des repas français à côté et voilà les deux cultures. Qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce que tu as aimé entre ces deux cultures-là? Bah les repas c'était beaucoup ouais du partage, et des mix de saveurs ouais asiatiques, enfin vietnamiennes, un peu cambodgiennes aussi. T'as toujours du riz sur la table, avec des légumes, une viande, une soupe. Et c'est ouais, tout est posé sur la table et tout le monde se partage les plats, et ouais, très convivial en fait, tu vois. Et moi j'ai, enfin comme je mangeais tout le temps vietnamien slash cambodgien à la maison, j'aimais beaucoup manger des choses de la cantine parce que c'était des choses que je connaissais pas, et j'étais curieuse de ça quoi. Et ça Je me t'a rappelle. pas, et ça t'a pas, je me permets de t'interrompre, mais pour le coup, ça t'a pas heurté cette façon peut-être pour le coup rigide, étant donné que tu dis qu'il y avait tous les plats sur le centre de la table et d'arriver comme ça avec ta fourchette, ton couteau et ton petit plat pour toi toute seule, ça ne t'a pas, je ne sais pas choqué, mais surprise. Euh, ouais, non, moi je suis très observatrice, je sais pas, ça me fascinait, tu vois, genre de voir que t'avais sur ton plateau, et en même temps ton plat à toi, ta petite entrée, ton fromage, ton dessert. Enfin, je trouvais ça très complet, tu vois, et même je sais pas, tu sais, il y avait des pique-niques et parfois on te filait un sandwich en triangle, ton petit jus et ton gâteau, et je trouvais ça trop cool. Mais oui, mais c'était nouveau, donc effectivement, ouais, ouais, ouais. Ouais, et donc ouais, donc voilà, je ouais, c'était, et même quand j'allais chez des amis voilà qui ont eux une culture plutôt française, je trouvais ça assez fascinant, tu vois, genre chaque membre de la famille avait sa serviette avec son nom. Enfin c'est des choses que nous on n'avait pas, tu vois. Et ouais, ouais, c'est assez fascinant, et puis ça a continué en fait quand j'étais en Asie, parce qu'en Asie j'étais face à différentes cultures. Euh,
qu'elle soit voilà, quand j'allais à Taïwan ou aux Philippines ou en Chine, en Indonésie, t'as aussi différentes façons de te comporter à table. T'as une étiquette qui est différente. Et comme en fait tu ne parles pas la langue, tu deviens encore beaucoup plus spectateur et observateur sur ce qui se passe autour de toi. Et moi, je trouvais ça trop intéressant, quoi. Et pour le coup, alors je sais pas, je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, au petit déjeuner, un petit déjeuner typique par exemple, quand tu étais enfant, que tu prenais à la maison? Ou un Euh, goûter, je sais pas, un des repas qui t'a marqué, qui peut être intéressant aussi pour nous, que d'autres mamans se renseignent et pourraient donner à leur enfant. en fait, je me rappelle pas vraiment, tu vois, genre au petit déjeuner, d'avoir eu, en fait, enfin, moi, j'ai le souvenir qu'au petit déjeuner, mes parents, du coup, à un moment donné, ils se prenaient pas la tête et ils me donnaient ce qu'ils voyaient à la télé, ça veut dire un bol de lait avec des céréales, tu vois. C'est intéressant. Et ça fait partie, enfin, tu vois, genre quand on te met dans la tête une nouvelle culture, enfin, que sans cesse tu vois ces images-là, bah tu te dis ah bah en fait c'est là, c'est disponible, c'est facile, on fait comme ça quoi. Et puis surtout pour mes parents au Vietnam ou au Cambodge, c'était difficile d'avoir accès au lait et d'arriver en France et d'avoir du lait à foison. De Enfin, partout tu à vois, foison, c'est ça. Ouais, 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 ouais. de partout. Bah, du coup, tu te dis bon bah il y a tout ce qu'il faut pour mes enfants et donc du coup, faut leur donner du calcium. Enfin, c'est ce qu'on te met dans la tête quand tu arrives, tu vois. Et moi, je me rappelle que ma mère m'avait quand même dit que quand elle avait eu mon frère, c'était au Vietnam, et à l'époque, il n'y avait pas de lait. Ils étaient tellement pauvres que en fait, elle donnait un peu, tu sais, le riz que tu fais cuire, elle donnait un peu de l'eau du riz pour le essayer de le nourrir un peu avec ça parce que il y avait pas autre chose. Et donc du coup, tu arrives dans un pays hyper industrialisé où t'as de l'abondance de plein de choses. Et ben du coup, tu fais, enfin pour eux, enfin en tout cas à l'époque, c'était une chance, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup de controverses par rapport aux produits laitiers, les choses comme ça, mais c'était pas, enfin, Je c'était pense que pas. c'était pas, et ça l'est toujours dans le cadre d'une situation telle que tes parents ont vécu. Je pense qu'ils n'ont pas à se poser ce genre de questions. Ils en ont bien d'autres à se poser, à résoudre. Je pense qu'effectivement, c'est là, c'est à leur portée de main, C'est ça. à un prix plus que abordable. Donc pour le Ouais, coup, effectivement, c'est tout à fait logique en définitive. Donc, mais ouais, c'est c'est ça. intéressant encore une fois parce que ça vient. J'ai fait des recherches récemment. Effectivement, les céréales, c'est quelque chose que quand je demande un peu à droite et à gauche lesquelles spécialités tu prends le matin au petit déjeuner dans les différentes cultures, c'est vrai que mine de rien, le fameux bol de céréales avec le lait est à chaque fois en première position. Mm. Mais dans le cadre effectivement de l'histoire de tes parents, c'est tout à fait logique. Mm, Mais mm, donc mm. pour le coup, au-delà de ça, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur l'alimentation asiatique, sur un plat particulier que toi tu aimes, par exemple? Ouais, bah moi je sais que quand j'ai vécu un moment donné au Vietnam pour un stage et tous les matins je prenais un bol de soupe salée et c'était des nouilles, en vietnamien ça s'appelle hô thieu. Et c'est un bol de soupe vietnamien avec des vermicelles de riz, du porc, des crevettes. C'est un peu terre et mer. Et c'est ce que enfin c'est ce qui est facile et voilà. Et je mangeais ça et moi j'étais contente d'avoir mon bol de soupe le matin. Sinon tu manges un petit potage de riz qu'on appelle chao, qui est assez simple, assez neutre, et tu peux mettre un peu de, comment dire, de porc haché dedans, et voilà quoi. C'est Ok. euh,
c'est ce qu'on mange, on va dire le matin au Vietnam. Après, il y a d'autres plats évidemment, mais moi j'étais pas. Et à un moment donné, tu sais, j'avais voyagé avec des amis qui ne sont pas vietnamiens au Vietnam, et c'est vrai qu'au bout de 2 ou 3 jours, elles en pouvaient plus de manger des soupes le matin. Elles avaient envie d'avoir du pain, une tartine ou un croissant et tout. Alors que moi, ça m'allait très bien, tu vois. Mais voilà, tu vois, genre je comprends tu sais comment t'as été éduquée après. C'est sûr. Et les papilles nous rappellent. Mais Ouais, c'est ça. tu parlais d'eau de riz et pour le coup, ça me fait rebondir sur un autre sujet parce que l'eau de riz, elle est quand même connue et reconnue, notamment quand on a une gastro, par exemple, ou qu'on a des problèmes intestinaux. C'est vrai qu'on nous dit de boire de l'eau de riz. Ok. Ouais, vraiment. Donc, c'est un remède de grand-mère qui est très connu. Et pour le coup, est-ce que toi, tu aurais des petits remèdes de grand-mère, je sais pas, une façon dont ta maman pouvait te soigner? Est-ce que tu as quelque chose comme ça en tête qui te vient? Ou à Ouais. travers des interviews que tu aurais eues, peu importe? Alors pour se soigner, on a quelque chose qui est vachement partagé par pas que les Vietnamiens, mais d'autres enfants un peu d'immigrés asiatiques. C'est en vietnamien ça s'appelle Cao Ya, et en chinois ça s'appelle Gua Sha. Et en fait c'est de se mettre de la baume du tigre sur le dos et de comment dire, de frotter, de gratter avec une pièce ou avec une cuillère pour faire partir en fait les toxines. Donc ça te laisse en fait des marques rouges sur le dos, et c'est donc du coup ça réchauffe et en même temps ça te libère de ta maladie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été ah ok, t'es malade, bah vas-y, enfin ma mère me le fait, quoi, tu vois. Et c'était assez marrant parce que, et en fait vraiment en Asie, partout, enfin tu vois, t'as des salons de massage qui te le proposent. J'en ai vu à Hong Kong, en Chine, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam évidemment, au Cambodge. Et c'est marrant parce qu'en fait, bah, quand j'étais plus jeune, bah, les gens ils me demandaient mais c'est quoi tes traces? Oui, Et donc, oui, ça peut et porter à donc confusion. oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu sais, toi, t'as un peu honte, et quand t'es enfant, tu sais pas comment l'expliquer, tu vois. Et donc du coup, tu t'essayes et tout, et tu dis oui, bon bah voilà, c'est quand je suis malade et tout. Et en fait, c'est tellement pas, enfin, tu vois, genre quelque chose qu'on voit souvent dans les cultures occidentales, que c'est que, tu vois, genre ça fait poser des questions, mais c'est hyper efficace. Et moi, je l'ai fait à des amis qui ne connaissaient pas, et tu sais, c'est pas agréable parce qu'en fait tu grattes la peau et tout ça machin, mais une fois que tu l'as fait, tu sais, tu te sens réchauffé, enfin tu te réveilles le lendemain, tu te sens un peu mieux, plus légère et tout. C'est et dingue. euh, et tout le monde a aimé, quoi, à chaque fois que je leur ai transmis cette technique-là, sans avoir énormément d'explications sur comment c'est provoqué, etc. Mais j'ai fait un article là-dessus sur mon blog Ah, parce qu'en fait, super, ouais. ouais, avant de commencer le Banni Podcast, en fait, j'ai commencé un blog qui s'appelle Banni Culture, et je parle justement de gua sha, Ah, donc cette super. Eh ben, technique-là. j'irai le voir et je mettrai le lien parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Et tu disais justement pourquoi, est-ce que c'est sur l'efficacité qu'il y avait une controverse en Asie sur cette méthode ou sur autre chose? Tu sais pas? En fait, non, c'est quand même, enfin pour moi c'est efficace. C'est comme aussi, tu sais, les ventouses que tu Oui, te mets. oui, Donc ça aussi, je enfin le fais moi aussi, ouais. ouais. Et ça pour moi, ça a toujours été très asiatique. Enfin je le voyais chez moi. Enfin je voyais, tu vois, genre que tu sais, c'était une source de chaleur que tu mettais dans les ventouses, que tu les posais sur le dos, ça faisait plein de taches rondes. Moi Ouais. j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout.
Mais c'était normal de le voir dans ma famille, etc. Mais bah non, je pense que c'est des méthodes traditionnelles de médecine traditionnelle chinoise qui se sont partagées, propagées en Asie Ouais. et voilà. Et après pour la médecine occidentale. C'est vrai que je me rappelle que il y avait un médecin qui m'a demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin tu vois, genre qui comprenait vraiment pas euh, ce que j'avais dans mon dos, quoi. Oui. Mais voilà. Et justement, en parlant de médecine, je vais Mm. mettre des guillemets un petit peu, mais si demain tu vas être maman, est-ce que c'est quelle est ta Mm. vision justement pour soigner ton enfant? Comment dirais-je? Tu prendras énormément de ce soin-là naturel que tu as pu voir en Asie et que tu as de ta culture asiatique. Quelle est ta vision justement sur la médecine occidentale? Je pense que j'ai grandi avec. Et puis c'est pareil, tu vois, genre mes parents, comme ils avaient accès aux médicaments, chose qu'il n'y avait pas dans leur pays. Enfin, c'était aussi une chance d'avoir tout ça à disposition, de pouvoir soigner des pathologies, des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'en grandissant et en observant aussi de mon côté, euh, ça fait, on va dire, depuis peut-être 4 ou 5 ans que j'essaye d'éviter les Mhm. médicaments. Ouais. Euh, Parce que je sens qu'on peut en fait faire de la prévention avec notre propre alimentation et juste d'essayer de bien fonctionner au quotidien pour justement ne pas soigner les maladies après. Donc je pense que j'irai dans cette direction-là, d'être de À voilà. l'écoute de son corps, avec une bonne Ouais, alimentation, une bonne hygiène, du plus qu'on peut, hein, personne n'est parfait, mais ça ouais, passe c'est ça. effectivement peut-être par là avant tout. Ouais, ouais, c'est ça. Et je pense que il y a un équilibre dans dans les cuisines asiatiques et dans les cuisines vietnamiennes où tu vas avoir tu vois des propriétés et des bénéfices sur des herbes, des épices, etc. qui sont en fait dans ton alimentation au quotidien pour en fait te prémunir de maladies, etc. qui sont Tout à fait. enfin voilà, Et qui, c'est et qui peuvent être très bénéfiques si jamais tu choisirais un allaitement. C'est vrai que ça peut être très bénéfique aussi pour ton bébé, puisqu'on sait que ça passe dans le lait. voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'était à la base nos ancêtres faisaient ça justement pour se prévenir de ça. Et puis de génération en génération, c'est devenu des recettes de cuisine sans pour autant qu'on fasse attention aux bienfaits, tu vois, alors qu'il y a énormément de propriétés et tout ça. Exactement, Et tout est équilibré, ouais. Mm. ouais, c'est ça. Et j'avais une petite dernière question, dernière, peut-être qu'il y en aura d'autres après, mais un autre sujet en tout cas. Je sais que tu fais des interviews avec des tatas. Ouais. Voilà, et même je sais que tu as fait des interviews aussi avec d'autres mamans de culture asiatique. Ouais. Est-ce qu'il y a il y a des moments forts, des petits souvenirs, des petits remèdes ou autres que tu aurais envie de nous faire partager, nous donner un peu l'eau à la bouche pour aller en voir plus avec tes podcasts? Écoute, les Tatas, c'est un projet que j'ai lancé cette année parce que j'ai rencontré donc Candy et Laetitia sur la saison 1 de Benny Podcast, qu'on s'est retrouvées toutes les trois à déjeuner ensemble, à beaucoup rigoler sur des sujets sérieux ou moins sérieux, et je trouvais qu'il y avait une énergie qui était vraiment intéressante toutes les trois, qui fait que que j'avais envie de pouvoir le repartager avec d'autres personnes, et c'est pour ça que je leur ai proposé est-ce que ça vous dit de faire une émission toutes les trois où voilà, on pourrait montrer des femmes
asiatiques qui parlent pas que d'Asie et qui peuvent être drôles et qui peuvent être sur un ton léger et on peut parler de plein de choses comme tu sais ces tatas qui parlent de tout et de rien et qui te donnent des conseils et tout. Donc voilà, donc on a sorti déjà 4 épisodes avec sur des thèmes différents comme les relations hommes-femmes. On avait reçu le premier tonton qui était Noum Diawara, qui est humoriste et comédien. On a reçu Lia, qui est une jeune comédienne aussi, qui fait aussi des contenus pour les réseaux sociaux, voilà, qui essaye d'inspirer des jeunes filles de sa génération de collège, lycée. Oui. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir croiser en fait nos regards, nos cultures, un prisme aussi intergénérationnel, que par exemple avec Lila qui nous expliquait les réseaux sociaux et tout, et voilà quoi. Enfin c'est des discussions ouvertes et voilà, et on parle aussi des femmes entrepreneurs, comment faire face aux injonctions qu'on a de la femme, comment prendre sa place et tout, etc. Enfin, voilà, des choses différentes et c'est des conversations un peu que je peux avoir au quotidien et et souvent je me dis mais ce serait vraiment pas mal d'enregistrer cette conversation parce qu'elle est trop intéressante et donc du coup au lieu de continuer de me le dire, je le fais et puis je le propose et parfois comme les tatas elles m'ont suivi et voilà quoi. C'est génial, ouais, c'est génial. Et pour le coup, j'ai vu aussi que tu avais fait d'autres, deux de mémoire, deux autres interviews de deux femmes sur la maternité, ouais, notamment. ouais. Est-ce que tu peux dire ce que toi tu en as retenu, ce qui t'a marqué, ou peut-être et finir sur qu'est-ce que tu voudrais, en tout cas, absolument transmettre quand tu seras maman à tes enfants sur l'éducation asiatique? J'aime pas trop dire cela comme ça, mais qu'est-ce qui t'a marqué, qui est en toi et que tu ressens le besoin de transmettre en définitive? Alors, j'ai pu interviewer, j'ai reçu dans un épisode Maïwa, Oui. qui est réalisatrice, qui a fait un documentaire qui s'appelle Les Rivières, qui parle de sa lignée de femmes. Donc du coup, dans ce film documentaire, on voit donc elle, sa mère, sa grand-mère et sa fille. Et donc le sujet était déjà hyper intéressant parce que voilà, ça partait d'une malédiction familiale et elle essayait de déchiffrer cette malédiction, de voir d'où elle prenait ses origines, etc. Et on voit en même temps ces relations en fait de ces 4 femmes ensemble. Ouais. Et je trouvais ça très beau et je voyais aussi qu'il y avait donc c'est pour préciser, c'est une famille vietnamienne. Oui. Et je trouvais ça très beau déjà de parler de femmes, de mettre d'appuyer sur quelque chose qui est souvent pas dit ou caché ou quelque chose d'honteux parce qu'on parle d'inceste aussi dans ce documentaire. Oui. Et moi ce qui m'a aussi marqué c'était de voir à l'écran des femmes asiatiques de parler de ça alors que normalement moi j'avais cette image que la femme asiatique ne parlait pas, était pudique, ne se montrait pas. Je trouvais ça assez révolutionnaire, tu vois, genre dans mon monde à moi, de voir ça. Ouais. Et surtout je voyais donc Mai avec sa fille qui était une relation très communicante que moi je n'ai pas vécue forcément avec ma mère ou avec mes parents, où c'était une relation plutôt d'adulte à enfant, alors que là je voyais plus une relation de partage d'être humain à être humain et donc du coup ça m'a vachement touchée et j'avais envie d'explorer ça, d'explorer la parentalité
et de déconstruire un peu ce schéma que j'avais de la parentalité tout court et en plus asiatique. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de les recevoir à deux euh, pour euh, pour proposer un autre schéma en fait euh, de ce que peut être une relation mère-fille. Oui. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup remué Mm. parce que enfin, à ce moment-là de ma vie, je me demandais si moi un jour je pouvais être mère, si je pouvais être mère, si j'étais capable de déconstruire ce que, enfin, l'idée que je me faisais de la parentalité. Oui. Et si je pouvais être une bonne mère, si je pouvais transmettre des bonnes choses, si je pouvais être aussi communicante. Mais en fait, tu te rends compte que tu choisis ce que tu as envie d'être. Oui. Et même si tu as reçu une éducation X ou Y, t'as le choix aussi de changer et de faire Exactement. comme tu en as envie, quoi, tu vois. Aussi dur soit le chemin, mais effectivement. Ouais, c'est ça. Mm. Et donc du coup, ouais, c'est un épisode qui a vachement qui a vachement décollé parce que déjà Maï a une grande communauté engagée derrière elle, et en plus de ça, la parentalité n'avait jamais été explorée ou n'avait jamais été vraiment trop abordée dans Banni Podcast. Et je pense que c'est des un peu comme des blessures qu'on partage entre nous aussi. Oui. Tu sais, enfants d'immigrés asiatiques avec des parents pudiques, un peu fermés sur les émotions, sur les Mm. sentiments, qui communiquent pas trop. Mm. Et là, on voit que c'est pas du tout le cas. Et du Ouais. coup, ça, je pense qu'il y a eu un truc où ça nous a tous un peu touchés, tu vois, Oui. euh, que l'on soit asiatique ou non d'ailleurs. Mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment un épisode qui m'a marqué, et c'est fou parce que juste après l'enregistrement de cet épisode, il y a Julie donc qui travaille à la captation vidéo, qui me disait mais c'est fou, après avoir entendu cette conversation, en fait cet échange entre Maï et sa fille, mais t'as trop envie d'être maman, quoi. Mm. Et Oui, c'est sûr. Ouais. ouais, et du coup ça m'a provoqué un peu quelque chose, et ça m'a pas laissé indifférente. Donc C'est voilà. sûr. C'est puissant. C'est très puissant. Effectivement, Mm, j'ai mm, écouté les passages et je me l'étais noté justement à aller voir ce film. Et je le mettrai de toute façon parce que je pense il est très très important et qu'on soit maman ou pas. Parce qu'il est très intéressant pour mieux se connaître aussi. Et sur tous ces schémas générationnels et transgénérationnels aussi que nos parents nos grands-parents, etc., nous transmettent. Et ça permet de mieux nous connaître et encore plus quand on va porter la vie, quand on porte la vie ou quand on a des décisions et des choix à prendre sur l'éducation que l'on souhaite faire pour nos enfants. carrément. Donc ouais, je te remercie vraiment parce que c'est un épisode qui est vraiment très intéressant et que je souhaite aussi transmettre. Mm. Merci. Et puis j'ai eu aussi l'épisode avec Grassley Oui. qui nous a aussi parlé de sa maternité, qui l'avait aussi complètement transformée, et qui lui a permis de déclencher un peu cette reconnexion à son héritage qu'elle voulait mettre de côté, qu'elle rejetait, Mm. ses origines asiatiques. Elle se sentait jamais vraiment à sa place, ou elle voulait vraiment effacer ce côté-là. Et le fait d'avoir eu son premier enfant, ça l'a renvoyé en fait à ses racines. Et je trouvais ça aussi fort aussi que la maternité puisse provoquer ça et puisse un peu changer ta vie, quoi. Donc voilà.
Clairement. Ça résonne d'autant plus en moi parce que c'est ce qui s'est passé aussi et ce qui a donné naissance à ce podcast. Vraiment, alors je ne sais pas si tu as peut-être un mot de fin à nous dire sur quelque chose, un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou autre. Non, juste merci Marion de proposer ce podcast et je pense que c'est important pour les mamans ou les futures mamans qui parfois peuvent se sentir un peu dépassées ou isolées soit par leur maternité ou soit par l'éducation de leurs enfants, de pouvoir poser des mots et d'entendre d'autres femmes parler de leur éducation, de leur comment elles vivent leur maternité, etc. Ça, je trouve ça hyper important. Pour se sentir moins seule tout simplement. Oui, et puis se libérer aussi. Ouais. Se libérer, ouais. Donc c'est super Vraiment. cool ce que tu fais. Merci beaucoup Linda, merci de nous avoir fait voyager. Je mettrai tous les liens de toute façon quand je diffuserai l'épisode. Et voilà, encore merci pour ton partage d'expérience et ta confiance pour ce premier épisode. Merci beaucoup Marion. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Insta mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour le 3e épisode où je recevrai Radia, une maman radieuse de 4 enfants d'origine algérienne, expatriée aux Émirats arabes et naturalisée française. Elle nous partagera plusieurs expériences, plus ou moins heureuses, sur son allaitement obligatoire aux Émirats arabes ou encore sur le refus d'une sage-femme en France d'emmailloter son bébé. Mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Mama.